Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue du coup dans ce petit débrief sur Kanigu, alias Dogmeat. Donc pour ceux qui savent pas, c'est le deck que je joue un peu en ce moment en compétitif. Et j'ai fait plusieurs déjà vidéos sur le deck. J'avais fait une vidéo decklist au début, puis j'avais fait un débrief d'un premier tournoi où j'avais fait un top. Là j'ai refait un top sur un tournoi et du coup l'idée c'est de débriefer un peu avec vous sur ce tournoi et même on peut voir aussi les précédents que j'ai fait avec le deck. L'idée c'est que souvent je prends un peu un deck un peu sympa, un peu original que je construis et que je trouve suffisamment compétitif pour l'emmener un peu en compétition avec moi sur les tournois et voilà, essayer de perf avec. Généralement je fais ça sur l'année par rapport un peu comme il y a des années au niveau de la CDF. Bah du coup je me concentre un peu sur un deck maintenant sur l'année que je vais plus essayer de rendre compétitif et jouable en compétitif. Donc là on va pouvoir débrief justement de ce tournoi où j'ai pu faire un top avec ce paquet. Et juste avant ça, je voulais revenir rapidement avec vous. Donc j'ai commencé à me mettre sur MTGO. Donc je pense aussi que ce sera l'occasion pour moi de vous faire une petite vidéo gameplay sur le deck Kanigu justement ou Dogmeat parce que je vais. Là j'essaye de prendre en main un peu MTGO, mais après je pourrais vous montrer comme ça un peu plus du gameplay, notamment aussi contre des decks un peu plus méta qu'on peut trouver sur MTGO. Pourquoi pas lancer une ligue un peu et que je rediffuserai sur YouTube. Et sinon, concernant MTGO, eh bien, on a travaillé avec Le Coin du JA notamment, qui fait aussi des vidéos très sympas, très rigolotes aussi sur des decks un peu originales sur YouTube. Pour l'émission Rendez-vous entier inconnu, il est la saison 2. Il est venu avec moi justement en avril où on a pu faire Zurgo, parce que je voulais faire un deck de Tarkir. On a fait le Zurgo que vous voyez là à l'écran d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à voir, vous avez une partie de la diffusion qui est sur ma chaîne et la première partie qui est sur sa chaîne. Donc vraiment le deck était très très sympa. C'est pas forcément c'est pas le meilleur deck de la méta, mais on s'en est plutôt bien sorti. Je vous souhaite pas, mais vous irez voir. Et ça avait des bons arguments pour un deck un peu qu'on a build aristocrate. Donc ça c'est pour Rendez-vous entier inconnu, donc qui va revenir normalement le 14 mai. Alors avec les bons de mai, je sais pas trop si c'est 14 ou 21. Et avec encore une fois le coin du JA, on vous a préparé du coup une autre decklist avec notamment une mécanique en duel commander qu'on voit pas du tout, une mécanique qui existe mais qu'on voit pas du tout en duel commander, donc on va essayer de la jouer cette mécanique et de voir ce que ça donne, donc j'ai hâte, donc rendez-vous au 14 ou 21 mai, ce sera dans ces eaux-là. Voilà, et ensuite on se retrouvera en juin pour débrief notamment de la CDFE. Parce que là je vais après ensuite à la CDFE, donc le tournoi championnat de France en duel commandeur par équipe avec l'équipe TNT. Sachez que pour l'instant on ne sait pas trop encore complètement les decklists qu'on va jouer, mais du coup ce sera l'occasion de débrief avec vous en juin et notamment peut-être ceux que ça intéresse de faire des parties sur Spelltable euh, avec le deck que j'aurais joué notamment à la CDFE. Donc ça c'est pour le programme en mai et juin, notamment rendez-vous entière inconnue. Maintenant revenons à ce qui nous intéresse, donc Kanigu. Alors, donc là j'ai mes petits onglets, tac, oui c'est ça. Donc ici, donc c'était l'Open DC de Ludo Trotter à Angers, donc je suis d'Angers de base. Et du coup, on était 30 joueurs. L'idée, c'est voilà, donc c'est un petit tournoi open. J'ai fini les rounds en 3-0-2. J'ai donc pu accéder au top 8 et je finis troisième de ce tournoi. Donc assez content, mais encore une fois, bah, c'est la place que j'ai eue là aussi la dernière fois avec Dogmeat. J'ai encore raté l'accession à la finale. Je me retrouve en demi-finale face à Ketramos et malheureusement la 3 ça s'est pas super bien passé pour moi, dommage. On y reviendra un peu plus, de toute façon le but c'est de débriefer avec vous les matchs. On fera aussi un point metagame sur justement où Scanigus se place par rapport aux différents match-ups qu'on peut voir un peu à la méta qu'on retrouve et tout ce qui arrive sur enfin les actualités qu'on a eues notamment en duel commander, voilà par rapport au deck et à son placement dans tout ça. Donc on voit que le classement ça fait Acerera qui finit premier, deuxième Ketramos contre qui j'ai perdu et après Kanigu, Reanimatu. On retrouve un truc qui est pas mal joué en ce moment, Deadpool.
Plagon, et il y avait Rograrstorm et Yoshimoto. Rograrstorm qui est un deck que j'avais pas beaucoup vu papier, mais que j'ai beaucoup vu sur MTGO et que là j'ai pu voir du coup aussi papier, et sur lequel je m'étais quand même pas mal préparé pour, notamment MTGO. Et d'ailleurs j'avais un peu teché contre ce genre de pack et Reanimator. Au final c'est pas ce que j'ai vu, mais voilà, on verra bien. Donc voilà, pour parler un peu, donc je vais vous parler déjà un peu de la decklist. Pour parler un peu de la decklist, je vais pas me référencer sur MTG Top 8, je vais plutôt aller directement sur ma decklist Molxfield. Donc j'avais déjà fait une vidéo, hein, vraiment deck build, on va pas trop s'étaler là-dessus, même si forcément, bah, vous le savez, c'est une liste de DC, on s'adapte. Les slots changent, globalement on a quelques nouveaux ajouts aussi, ça on pourra en parler par rapport notamment à Tarkir et quelques cartes qui sont intéressantes. Donc ça, on va revenir dessus. Mais sinon, voilà, si vous voulez vraiment voir la decklist ou comment est build le deck, et enfin comment j'ai vraiment fait le paquet, bah, je vous invite à aller voir la première vidéo, même si maintenant elle commence déjà un petit peu à dater, mais c'était intéressant pour ça parce que en gros le deck a eu un gros step up avec MH3 notamment. Comme je pense pas mal de decks de toute façon du duel Commander, MH3 ça a pas mal modifié la méta. Voilà, mais en gros pour vous expliquer globalement ce qu'est le deck, on est sur un mid-range good stuff, assez proche de ce que pourrait faire un Slime Foot and Squee. Euh, Avec un plan combo quand même qui a rejoint le deck récemment et qui se retrouve assez intéressant, que je vais vous détailler là aussi parce qu'il n'était pas dans la première decklist. Voilà, et en fait l'idée c'est que le commandant c'est plus un soutien, c'est pas réellement une CZ très impactante. On peut d'ailleurs se passer un peu de la CZ dans le deck, ça moi je trouve que c'est euh, plutôt bien actuellement dans le méta et ne pas vraiment être dépendant de la CZ, mais la CZ va être un soutien et va nous permettre notamment de faire et de générer notre CA, parce qu'on est sur un deck qui est euh, pas forcément un midrange, pas forcément explosif, mais un midrange qui a beaucoup de ressources et qui peut même se retrouver des fois contre certains decks à jouer vraiment contrôle. Même si on n'a pas accès à du bleu ou voilà, et que du coup on se retrouve des fois un peu disrupt par des cartes sur lesquelles on n'a pas de réponse, mais on va voir que le deck a quand même beaucoup de réponses et surtout est capable de générer énormément de CA ou de trouver des ressources à différents endroits. Donc l'idée c'est que le commandant il va meuler des cartes et on peut ensuite récupérer, et pas que parmi ces cartes, une aura ou un équipement qu'on va remettre dans notre main. Et quand une créature équipée ou enchantée attaque, on crée un junk token qui là encore est une sorte de pioche puisqu'on va exiler la carte du dessus et on peut la jouer pendant le tour uniquement. Voilà. Donc on pourrait se dire, bon, junk token, c'est un peu anecdotique et on a déjà le TB. Au final, le junk token, on va voir que c'est quand même pas mal maintenant, surtout qu'on a de plus en plus d'équipements qui sont, on va dire, qui s'auto-équipent en quelque sorte et qui du coup nous permettent de générer des junk tokens facilement. Et l'idée, c'est que ça va être quand même intéressant d'avoir ces junk tokens parce que potentiellement, des fois, on va se faire attaquer sur le cimetière et du coup, bah, on va avoir une autre réponse. On va pouvoir générer un CA différent juste en attaquant avec des bêtes équipées et en ayant du coup des cartes à jouer du dessus du cimetière, du dessus pardon, de la bibliothèque. Parce que c'est vrai que sinon, notre CA, on le fait généralement aussi via le cimetière. Vu qu'on alimente le cimetière, bah, on veut jouer aussi avec le cimetière. Voilà. Donc dans les cartes qui sont les cartes un peu on va dire banger du pack qui sont vraiment très fortes, bah, de toute façon vu qu'on alimente le cimetière, on joue Phoenix, on joue Flash, deux cartes de MH3, on en avait parlé, ça fait longtemps qu'elles sont là déjà, et qui sont tout simplement bah, très fortes, hein. Je sais pas combien de games, mais j'ai gagné beaucoup de games, notamment j'ai gagné les deux BO contre Plagon grâce à Flash, donc franchement c'est globalement un banger du deck, Flash, il n'y a pas grand chose à dire. On a aussi Six qui va très bien jouer avec le fait qu'on ait des cartes au cimetière, puisqu'on va pouvoir les rejouer en défaussant des landes. Phoenix, ben, c'est Phoenix, hein. En plus, c'est très bien parce que on peut, si on a le commandant sur table, ça compte comme un enchantement aura et du coup, il va nous générer en plus des junk tokens, en plus d'être juste une carte extrêmement monstrueuse en termes de gain de tempo et en aggro pour finir aussi les parties. Une autre carte complètement banger, c'est Bright Glass Girulk, tout simplement parce que ça va chercher des Arthos, des enchantements et des créatures,
Et bah ça tombe bien, c'est tout ce qu'on joue, des Arthos, des enchantements et des créatures. C'est globalement notre pack en quête, en quelque sorte. Donc ça va vraiment chercher un peu tout ce qu'on veut dans notre pack. Et en plus, on va le voir, c'est un peu aussi la base de la combo, cette carte. Et enfin, bah, on a aussi Pyrogoyf. Pyrogoyf, tout simplement, qui joue très très bien avec le cimetière. Vu qu'on alimente le cimetière, on a très souvent de gros Pyrogoyf. Alors c'est vrai pour nous et c'est vrai aussi pour l'adversaire. Donc c'est vrai que vu que Pyrogoyf est beaucoup joué, bah on est aussi, on prend aussi des patates des Pyrogoyf en face, mais bon, on va dire que normalement c'est à nous d'en profiter avant tout. Donc voilà. Surtout que bah, on va le voir, on a des outils comme cause de gestation qui vont pouvoir marcher sur le commandant pour aller chercher notamment soit le Girulk, soit le Pyrogoyf, soit un nouveau venu du coup qui est le Magmatic Hellkite. Alors le Magmatic Hellkite, nouvelle carte de Tarkir, 4-5 volante. Donc déjà moi je trouve que les stats, on est assez proche de Sheoldred. Ce sont des très très bonnes stats pour un drop 4. Ce qui nous embête un peu, c'est le double rouge, parce que c'est vrai qu'on est sur un tricolore, et même si on est sur une base un peu Boros, ben, le double rouge peut être compliqué à avoir. Et quand il entre, on détruit un non-basic land qu'un adversaire contrôle. Il va en chercher un basique, mais ce basique, il arrive tap avec un stun counter. Et ça, je trouve ça extrêmement fort. En fait, pour des gains de tempo, c'est vraiment très très clutch. Je sais pas si c'est le meilleur pack Kanigu pour le jouer. J'avoue que je l'ai joué un peu parce que de toute façon, par rapport à des listes précédentes, j'ai cut Magus. On va le voir de toute façon, Land c'est globalement drastiquement un très mauvais match-up. C'est très très dur. On est trop mid-range, on est un peu trop contrôle. Mais on a du difficulté à l'empêcher de faire ce qu'il veut vu qu'on n'a pas de bleu. Et du coup, bah, on finit par se casser la gueule sur les landes. Donc en fait, Magus c'était bien, mais ça ne l'empêche pas de cast des Eldrazi. Alors que bon, bah, Magmatic Hellkite, ça va quand même avoir ce rôle de pouvoir casser notamment Glacial Sas, parce qu'on va voir que contre Land, la meilleure façon en fait généralement de gagner, excusez-moi, c'est tout simplement d'être plutôt sur un shell agressif, ce que le deck peut venir faire. On a quand même du rouge, on a quand même des armes comme Ajani, Broadside, Phoenix qui peuvent permettre d'attaquer très très rapidement. Soit ça, soit on le verra aussi le plan combo. Mais du coup, je me suis dit que le Magmatic Hellkite, contrairement à Magus qui m'avait beaucoup déçu dans certains shells ou dans certains match-up, le Magmatic Hellkite, je le trouve très très fort dans pas mal de match-up pour vraiment gagner en tempo et enlever les landes utilitaires qui sont chiants. Il y a toujours, même si on joue contre monocouleur, il y a toujours des landes à casser, en plus de lui faire perdre du coup un land pour le tour d'après. Et ça, je trouve ça pour une carte qui est très bien statée en plus et qui tue facilement vite l'adversaire. Parce que 4-5 vols, c'est quand même quelque chose que l'adversaire va vouloir gérer. Et en plus, ça va mieux jouer avec des cartes telles que Felia ou même Éphéméré. Parce qu'encore une fois, on profite du fait que ce soit un ETB. Voilà. Après, sinon, dans les ajouts récents, vous avez Party Trasher aussi, que j'avais pas forcément avant, qui se révèle pour l'instant être très très bien, puisqu'en fait, c'est encore un peu comme pour Fear of Missing Out, un outil de discard. Pour discard notamment, on va le voir, mais les cartes qui sont des équipements ou des enchantements et qu'on va récupérer naturellement sur notre commandant. Donc du coup, on fait pas forcément de perte de CA et ça nous permet de voir toujours plus de cartes. Euh, donc pour ça, c'est intéressant. Et en plus, le non-créature spell qu'on exile, on convoque, bah, c'est pas si mauvais, puisqu'on se rend compte que maintenant le deck est quand même assez peu créatureux, on n'est plus qu'à 30 créatures, et on va avoir bah, beaucoup plus d'instants d'artefacts ou d'enchantements, et du coup, on va avoir ce petit bonus de convoque pour les cartes comme ça qu'on exile et qui sont des artefacts ou des enchantements. Voilà pour ça. Et au niveau créatures, sinon vous voyez que c'est des créatures assez classiques, hein. On a on n'a pas trop d'accélérateurs de mana, mais on a juste ceux qu'il faut, qui nous fixent le mieux le mana et qui sont les plus forts pour moi. Et après, bah, sinon on a Dragon Ray Chandler, bah, pour les mêmes raisons, en fait, on joue plus trop de créatures. Et au final, eh bien, on a accès très vite à des cartes dans le cimetière, donc ça devient vite une menace, une 3-3 vol. On a Grim Lavamancer parce qu'on profite très bien avec Grim Lavamancer du cimetière. Et je trouve que la carte est vraiment très très cool. C'est vraiment pas une carte que j'ai envie de cut pour le moment. Et puis bon voilà, des choses un peu plus classiques. Lion Sash, c'est un équipement, on peut le récupérer, c'est notre gestion au cimetière. Stoneforge qui va chercher les équipements. Et Broadside, lui, qui est quand même très très bien aussi dans le pack parce qu'il y a pas mal d'utilités dans Broadside, notamment bah, sacrifier les équipements qui ont déjà servi, parce que vous allez voir, c'est beaucoup d'équipements qui ont des ETB.
Donc on peut s'en sacrifier pour refaire en fait une gestion, ou tout simplement même sacrifier les bric-à-brac, au lieu d'en faire tout simplement du CA avec et de laisser exiler, on peut tout simplement sacrifier les bric-à-brac et ça fait quand même des chocs un peu gratos. Donc ça c'est intéressant, en plus toutes les autres synergies qu'on peut avoir de base avec Broadside. Voilà, on joue les deux meilleurs Planeswalkers des couleurs Naya, il n'y a pas trop de questions à suivre. NN6, pareil, c'est très très fort parce qu'en plus, même si on n'a pas de fetch, Kanigu va naturellement aller nous chercher des landes à récupérer sur NN6, donc pas de souci là-dessus. Donc là, on a vu une des nouvelles cartes ajoutées avec Tarkir, et du coup, sur les instants, vous allez voir, rituels, en fait, il n'y en a pas beaucoup, tout simplement parce que le deck n'en profite pas très bien. Donc on a juste les meilleurs instants et rituels pour moi. Donc on voit tous les spells à 1, Wordy Tutor, Taunt Lightning Tutor, les tutors, Ephemerate, parce qu'on a un CZ qui fait de toute façon ETB, ça peut faire Draw 3, c'est très fort. On a plein de TB en plus dans le deck. La Bolt, Sword to Pleuchère, Pyrokinésie, parce que les spells gratuits on connaît. Noxious Revival, c'est pareil, c'est spell gratuit. C'est très bien déjà chez nous et en plus ça peut très facilement attaquer des cibles de réanimation adverses ou même permettre à des tutors de pas être utiles. Notamment vous voyez votre adversaire qui fait Worldly Tutor dans ça c'est assez connu, mais la carte Métamorphosis Fanatique, là pour le jouer à deux, en réponse vous faites Noxious Revival avant sa pioche pour qu'il pioche n'importe quoi d'autre. Voilà, ça peut permettre de tempo des tours. En fait, la carte est tellement versatile pour zéro, et on en profite très bien vu qu'on met des cartes au cimetière, que je pense que la carte est vraiment très bien dans le pack. Le seul sorcerie qu'on joue maintenant, j'en jouais avant un autre, c'était Helping Hand. On s'est rendu compte que Helping Hand, des fois, le fait qu'en fait les bêtes qu'on voulait réanimer, en fait déjà il n'y a plus White Plume. Voilà, donc ça c'était un des gros arguments, enlever Helping Hand. Et ensuite, les bêtes qu'on voulait réanimer avec Helping Hand, par exemple les Broadside, Phoenix ou Six. Six ça va encore, mais voilà, il y a des cartes où Broadside, Phoenix, typiquement c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu faible parce que le fait que ce soit engagé, ça nous dérange, même de ne pas pouvoir en avoir en termes de bloqueur, c'est un peu dérangeant. Alors bien sûr, il y a plein d'autres cibles, mais en fait, vu qu'on a cut pas mal dans des créatures pour ajouter des artefacts et des enchantements, des fois Helping Hand, même si on faisait Kanigu n'avait pas de cible, la seule cible ça devenait Kanigu lui-même, sauf que vous allez voir que votre adversaire il sait que Kanigu il fait de la value sur ETB et il va pas forcément tout le temps essayer de gérer Kanigu. Alors ce qui des fois nous arrange parce que ça reste une créature et au pire on pourra générer des bric-à-brac plus tard, mais ça fait que Helping Hand pouvait avoir moins de cibles et du coup pour l'instant ça a été un cut pour d'autres cartes. Mais par contre, on garde Sevin's Reclamation parce que ça, c'est vraiment très fort. Enfin, pour 5, c'est vraiment trop bête. Et en plus, du coup, on est content de le meuler avec Dogmeat. Encore une fois, ça nous fait encore une ressource en cimetière. Si on peut piocher une carte plus mettre Sevin's au cimetière, on est très content. Et pour 3, ça ramène n'importe quel permanent. Et le fait que ce soit permanent aussi, c'est ce qui va nous intéresser parce que ça nous permet aussi de ramener des enchantements de gestion ou des artefacts équipements. Voilà, et pareil pour Cosmic Rebirth, en plus ça a le bon goût d'être en éphémère, donc ça c'est vraiment une très bonne carte, en plus gagner 3 points de vie. Ça fait gagner beaucoup de match-up. Donc au niveau des équipements artefacts, voilà, on joue toujours le même. Alors ça c'est le shell pour aller avec Urza Saga, le deck joue Urza Saga, parce que les constructs c'est vraiment un plan pour gagner, parce que sachant que les bric-à-brac sont eux-mêmes des artefacts, on peut très vite arriver à des constructs qui sont monstrueuses. Donc Urza Saga est vraiment un plan de win. Donc les bots c'est très fort avec Urza Saga. Vous pouvez faire attaquer directement votre deuxième construct. C'est vraiment très fort pour ça. Puis même à récupérer sur Dogmeat un peu, c'est un équipement pas très cher. Ça vous permet d'avoir la célérité sur des cartes qui sont intéressantes en termes de phase d'attaque. Et en fait le fait d'attaquer rapidement avec le deck ça vous génère généralement des bric-à-brac. Donc on est intéressé toujours par la célérité. Shadowspear, c'est Shadowspear. Skullclamp, c'est Skullclamp, j'en parle pas plus. On n'a pas de synergie trop token, mais ça reste très bien. On peut, voilà, on profite toujours de Skullclamp, et puis même si la bête est pas gérée parce qu'elle est Skullclamp, elle génère des bric-à-brac avec notre CZ, donc d'un côté elle nous génère toujours de la pioche, pour pas cher.
Chainsaw, que était un équipement au début, j'y croyais pas trop. Au final, c'est un très très bon équipement dans le deck. Déjà parce que ça fait gestion. Donc ça nous permet encore, une fois on va le voir, on a beaucoup de gestion qu'on peut récupérer avec Dogmeat, hein. Le but c'est que Dogmeat nous trouve des gestions. La plupart des cibles de Dogmeat sont à 2. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est pas très cher, c'est 2 ou un. Il n'y a que Pre-War Formalwear, qui est juste le meilleur équipement du jeu de réanimation, qui est à 3. Donc Chainsaw, voilà, une bonne gestion. Et en fait, voilà, c'est vrai que c'est une gestion, on peut se dire, c'est une bolt pour 2 et pas en instant, certes, mais bon, l'argument 1 c'était qu'elle se récupérait sur Dogmeat, et au final, c'est très très souvent un kill en fin de partie, parce que si on n'oublie pas les compteurs, ça monte assez vite à 4 ou 5, et il suffit qu'on ait la moindre bête volante ou la moindre bête piétos, et on peut faire une phase d'attaque qui fait très mal. Citizen Crowbar, c'est mitigé pour ceux qui jouent un peu la liste. On n'est pas beaucoup à jouer la liste, je crois qu'on est 2-3 actuellement en France, mais certains me disent que je suis mitigé. Moi, j'ai toujours été assez content de la carte, je suis content de faire. En fait, on aime bien de manière générale les équipements qui génèrent des tokens et qui sont directement équipés, surtout s'ils sont au T2, parce que ça nous permet de faire T3 commandant. Potentiellement, je pioche une carte et en plus, je génère un bric-à-brac. Donc, ça, c'est le premier argument. Ça fait une 2-2 pour 2, c'est pas génial, mais ça fait une 2-2 pour 2 qui, à tout moment, est capable après de casser des Arthos ou des artefacts. Alors certes, il faut engager la créature, il faut garder un mana. C'est un peu chiant le fait qu'engager un créature parce qu'il faut choisir entre attaquer ou pas, mais ça oblige votre adversaire avant de jouer des artefacts vraiment impactants ou même des enchantements, de tuer ce token en fait potentiellement, sachant qu'après on peut toujours rééquiper Citizens pour s'en servir sur d'autres bêtes. C'est un peu plus cher, mais si vraiment l'enchant ou l'artefact est impactant, c'est intéressant, surtout que le fait que ce soit le Citizen Crowbar, donc l'équipement qui se sacrifie, ça vous permet après tout simplement de faire plus tard votre Dogmeat et de le récupérer, notamment contre les jeux qui jouent beaucoup d'artefacts ou enchantements. Cory Steel Scutter, donc on en parlait, ça fait partie des nouvelles cartes. La carte a incroyablement monté en termes de prix. Je suis content de l'avoir eu en AP. Euh, mais oui, la carte, elle est très bien. Enfin, elle a été un peu décevante, je vais pas vous le cacher, dans les matchs que j'ai fait en termes de débrief là. Enfin, au niveau du tournoi. Mais je pense quand même que la carte, je l'avais testée autrement. Et la carte, elle est quand même très très forte contre contrôle ou tempo. On va voir que c'est pas réellement ce que j'ai rencontré. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai été un petit peu déçu de la carte quand je l'ai eu. Mais je pense que contre contrôle ou tempo, ça fait que même si on se fait gérer nos spells ou qu'on se fait contrer nos spells, on a toujours les menaces de ces monks qui viennent et qui font du board assez fort. Et voilà, et qui peuvent très très vite tuer nos adversaires. Surtout qu'on est quand même sur une curve dans Dogmeat qui est assez basse. On a beaucoup de choses à 2, à 1. En vrai, à part, on a quelques T4 et les deux seuls T5 qu'on va jouer, c'est Fury Solitude, donc qui sont même pas réellement des T5 puisqu'on peut les pitch. Même Pyrokinésie, pareil qu'on peut pitch. Donc au final, c'est quand même assez souvent que T4, on peut faire un Cory plus un autre drop 2. Ça reste très cohérent. On peut même faire un Cory T2. Si on arrive à faire un Cory T2 plus spell gratuit, on se met vraiment dans un setup où on est très bien parce que derrière on peut faire Dogmeat et on a déjà une créature prééquipée. Voilà, donc il y a pas mal de setups assez intéressants. Head Splitter, équipement un peu faible, mais il faut quand même avoir un certain nombre d'équipements et d'enchantements aura pour que le deck fonctionne. Donc je conseille entre 18 et 20. Et donc dans l'idée, si on descend en dessous de 18, franchement il y a trop de chances qu'on flop et des choses comme ça. Et donc dans l'idée, voilà, donc on essaye d'avoir des cibles à ce niveau-là. Et cet équipement-là, il est intéressant parce qu'il génère du token. Le token à menace, donc c'est très facile d'attaquer avec. Il y en a un autre qui existe et qui a le vol d'ailleurs, qui fait un token volant. Sauf je ne l'ai pas mis moi dans la liste, mais il pourrait être joué. Mais je ne l'ai pas mis parce qu'il n'est pas rouge et qu'en fait ça m'intéresse aussi d'avoir un certain nombre de cibles rouges. Parce que j'ai déjà un très grand nombre de cibles blancs, le deck est principalement blanc, mais d'avoir des cibles rouges notamment parce que des fois juste choper un équipement sur Dogmeat et pouvoir le pitch sur une Fury ou une Pyro, c'est déjà très très fort. Donc voilà. Et même ça permet éventuellement d'aller chercher sur Stoneforge et de le pitch sur Fury ou Pyrokinésie. Sinon, ça fait un 1 menace. L'équipe créature a 2 plus 1 plus 0. Donc en fait, ça vous fait pour 2 une 2-1 menace.
Ce qui est intéressant avec la 2-1 menace, c'est que ça fait du board qui est dur à bloquer pour votre adversaire. Donc quand vous allez faire Canigou, pareil, potentiellement vous allez draw 2. Vous allez draw la carte que vous allez choper sur les 5 cartes. Et vous allez pouvoir générer un bric-à-brac. Donc vous aurez une draw encore pour après. La carte m'a fait... La carte, en fait, je l'ai quand même trouvée assez... Alors, elle est pas très bien si vous la piochez trop tard dans la partie. Mais quand vous l'avez T2, c'est franchement pas mal. Notamment si vous mulliganez à 4 ou 5 mana, où là en fait ça m'a fait vraiment revenir de pas mal de games comme ça où je suis un peu derrière, enfin j'ai mulligan un peu agressivement pour trouver une réponse au tour 1 par exemple, et j'ai ça T2 et je sais que derrière je peux revenir dans la game en faisant juste Canigou et vas-y je génère des bric-à-brac et du coup j'ai toujours des cartes à jouer et ça c'est assez intéressant pour ça pour le coup. Hunter's Bow, moi je considère comme un des meilleurs équipements du deck aussi, très très peu joué. Mais parce qu'en fait, je pense que le vert est pas très à la mode et le blanc-vert pareil. Alors que je pense que typiquement, une des combos d'Hunter's Bow, c'est de la jouer avec Felia. C'est assez incroyable ce que ça peut faire. Donc pour ce que fait l'équipement, c'est il lance sur champ de bataille, on cible une bête, on lui attache directement et la bête va mettre ses dégâts à une bête qu'on contrôle pas. Donc en fait ça fait anti-bête quand il arrive. Et ensuite la créature équipée a portée et ward 2. Alors ça peut sembler anecdotique mais portée c'est super intéressant parce qu'on a un deck qui attaque quand même beaucoup au sol. Il n'y a pas beaucoup de volantes. On a Phoenix pour voler, on a éventuellement Dragon Rage et le dragon, mais sinon on est plutôt au sol. Donc avoir la portée, ça nous permet justement d'éviter de mourir un peu sur des trucs, notamment dans les match-up Malcolm ou autres. En plus, ça gère, et en plus, ça donne Ward 2. Donc c'est un peu comme si c'était, on le voit en dessous, mais Shelter by Ghost. Shelter by Ghost, c'est encore plus fort, je dirais pas le contraire. Mais l'avantage de ça, c'est qu'en fait, c'est un équipement Shelter, il va juste mourir quand la bête va se faire gérer. Alors que là, on gère définitivement la bête, parce que c'est une phase de combat, quoi. On gère définitivement la bête et surtout, et bien derrière, on peut rééquiper sur plein de bêtes et ainsi protéger des bêtes qui sont très intéressantes. Par exemple, Felia, par exemple, Six. Enfin voilà. En fait, ça donne une protection pour un mana. Ça donne Ward 2 pour un mana ensuite en équipement. Franchement, ça c'est vraiment pas anecdotique. Ça a souvent sa place. Voilà. Donc ça c'est cool en fait, le fait qu'il reste potentiellement après. Donc très bon équipement ça. Je pense assez sous-joué du fait que les couleurs sont pas trop présentes. Pré-war, bon, je pense que tout le monde connaît un peu. Plus de vigilance et on réanime une bête à trop ou moins. Euh, c'est le meilleur équipement actuellement, je pense, il n'y a pas trop photo. Et Bursting Pod qu'on va jouer en artefact, qui n'est pas un équipement, mais qui est le dernier artefact qu'on va jouer parce que tout simplement, ça va être aussi une base de notre plan combo. Donc si on parle du plan combo, ouais, je vais en parler maintenant avant d'aller sur les enchantements. Quoi que les enchantements vont jouer. Donc je vais d'abord aller sur les enchantements et après je vous parle du plan combo. Donc au niveau des enchantements, pareil, on a quasiment que des enchantements aura, vous le voyez. Quasiment que des enchantements de gestion, Swift, Anti-Nice, Chain to the Rock, Ossification. Planar Disruption, on en a discuté avec les gens qui jouent à la liste. Ça a pris le slot de. Moi je jouais avant Châtiment d'Eliod. Je jouais Châtiment d'Eliod qui vraiment fait P-Wave un peu sur une bête. En gros, la bête elle a plus rien, elle a plus de capacité, elle peut pas attaquer ni bloquer et elle a 4 marqueurs sur elle et faut qu'elle enlève les marqueurs pour pouvoir enlever. Bon, il y avait les 4 marqueurs, mais 4 tours déjà c'était énorme et ça bloquait vraiment plein de ses aides. Au final, en regardant dans le format, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que Planar Disruption avait l'air de gérer aussi bien ce genre de bête parce que en fait, les bêtes qu'on joue, soit c'est des bêtes en commandant, soit c'est des bêtes qui ont des ETB, donc de toute façon qu'on joue Châtiment d'Eliod ou Planar Disruption, ça change pas grand chose. Il y a assez peu de capacités déclenchées dans le format en termes de CZ. Je trouve c'est plus des capacités activées quand il y a des capacités activées. Si c'est pas des ETB et sinon c'est des capacités si c'est des capacités déclenchées en fait on se rend compte que c'est souvent des capacités d'attaque par exemple avec Felia. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui fait des capacités d'attaque? Kellan, c'est quand il touche, mais c'est presque ça. Slimefoot, quand il attaque. Voilà, même Ketramos. Bon, Ketramos, voilà, c'est pas forcément très très bien touché, mais Ketramos, on sait que la menace, ça peut être. C'est pas forcément sa pioche, mais c'est le fait qu'après il veut attaquer avec Ketramos aussi pour pouvoir notamment gagner des points de vie, regagner des points de vie et pouvoir continuer de piocher.
Donc pour ça, c'est intéressant. Et du fait en fait aussi que contrairement à Châtiment d'Eliod, eh ben, ça cible aussi artefacts, créatures ou planeswalkers. Et il y a quand même des planeswalkers un peu dans le format, notamment Aminatou, Grist, même si c'est pas les decks les plus représentés. Mais voilà, ça peut gérer des planeswalkers, ça peut gérer des Teferi, et ça peut même gérer aussi des Shurikai, qui sont des cartes quand même qui sont assez fortes contre nous sinon, parce qu'on n'a pas beaucoup de gestion des fois à ce genre de bêtes. Ensuite, on a Shelter by Ghost, très fort, enfin même trop fort. On enchante une créature, elle gagne +1/+0, lien de vie Ward 2, et en plus on exile un permanent. Ok, avec le risque que ben, si on se fait gérer le permanent, Shelter ça s'en va, mais bon, c'est un aura, du coup ça se récupère sur le commandant, du coup on peut juste après le refaire. La carte est vraiment très très bien dans le deck, y a aucun doute là-dessus. On a un modal land qui est un enchant aura, c'est très souvent un land, on va pas se le cacher, mais ça permet déjà d'avoir une cible de plus pour Canigou pour éviter de fizzle, une cible qui est un land, donc des fois bah, ça peut être intéressant si on est un peu en galère de land ou notamment pour curver un gros T4 derrière, donc pourquoi pas. De temps en temps, il y a des games où ça m'a déjà fait gagner en termes de létal, notamment sur une bête qui a piétinement, sur une bête qui a le vol, parce qu'on peut vite arriver à des bonus quand même de +4/+4 ou +5/+5, donc pour aller trouver des létals. Et j'avais joué aussi Wheel of the Sun and Moon, donc ça c'était un équipement, ça c'était un enchantement aura, pardon, que j'ai essayé notamment parce que je l'ai joué sur MTGO et que c'était très fort contre Rogrark Tevesh, et que je m'attendais à avoir beaucoup plus de combos et un regain de réanimator. C'était une carte qui m'intéressait d'être essayée parce que sur MTGO, ça avait été plutôt sympa cette carte. Au final, alors je l'ai pas beaucoup vu dans le tournoi et je pense que je suis content de pas l'avoir beaucoup vu parce que finalement, c'est pas trop ce que j'ai rencontré ou ce que j'ai affronté comme match-up. D'ailleurs, là, je suis en train de tester. Je pense que je la vire actuellement pour rejouer Dranit, notamment aussi parce que Deadpool vient. Et je pense que Dranit sera beaucoup plus efficace, sera déjà efficace contre Rorark TVH de ce que j'ai pu tester, et sera beaucoup plus efficace contre d'autres match-ups type Deadpool, Aragorn, pour vraiment ralentir le deck. Voilà, et P-Wave, bah, je pense qu'on n'en a pas forcément besoin de parler. Et la mana base qui est toujours assez similaire, avec juste, on l'a un peu changé, on a cut un land de base pour essayer d'avoir mana confluence. Oui, il y avait un land aussi qui nous piquait, qui était un land qui faisait draw. Je m'en servais jamais pour draw, donc j'ai préféré aller sur mana confluence pour vraiment fixer plus facilement mes couleurs, parce que le deck est quand même assez gourmand. En plus, depuis qu'on a ajouté Girulk, parce que c'est quand même 2 verts de blanc, mais c'est trop fort pour pas qu'on le joue. Et d'autres deck. J'ai rajouté Witch Enchanter aussi pour les modal land. Je pense que c'est toujours bien d'avoir des modal land. Donc on est à 39 land. Je pense que c'est très bien avec le modal. Je crois que je jouais que 38 avant. Avec un seul modal, là je joue 2 modal et je pense que c'est très très bien comme ça. Voilà, pas grand chose de plus à dire sur la mana base. Donc voilà, on a fait un peu rapidement le tour du deck. Pour la combo. Donc pour la combo, en fait, c'est simple. J'ai remis la combo suite à Bright Glass Kirulk. Tout simplement parce que bah, vous pouvez aller chercher plein de choses dans votre deck. Et une des choses qui était assez intéressante, ça je l'aurais joué de base. Et j'aurais joué aussi de base Swift Reconfiguration. Du coup, je me suis dit que si je jouais ça et Swift Reconfiguration, bah, pourquoi pas jouer Devoted Druid. Tout simplement. Alors vous me direz, bah oui, mais je vais pas chercher Devoted Druid avec Brightglass. Et c'est vrai, je peux pas aller chercher Devoted Druid avec Brightglass. Mais par contre, avec Brightglass, je peux aller chercher Goldvein Hydra. Et ça, je l'ai vu en fait en regardant dans les standards, notamment quand les gens jouaient Bright Glass Virus, Barad Glass Virus, je vais y arriver, en standard. Ils jouaient aussi le Mockingbird, donc j'en ai vu beaucoup jouer le Mockingbird, et en effet, parce que ça permettait de recopier le Bright Glass après en payant X, et en fait, on peut aller chercher des cartes à X. Alors forcément, on n'a pas accès au Mockingbird, mais on a accès à Goldvein Hydra. Et ce qui est super intéressant, en fait, c'est que Bright Glass Girulk va aller nous chercher Goldvein Hydra et Swift Reconfiguration. Ce qui veut dire que si vous avez Devoted sur table, bah vous avez gagné. Vous êtes capable de faire Devoted, j'équipe avec Swift, j'ai mana infini vert, je te kill à Goldvein parce que Goldvein a Vigilance, Trample, Haste. Voilà. Alors ça reste une combo qui est très sensible à des anti-bêtes, à des interactions ou quoi, mais ça peut surprendre aussi l'adversaire, et c'est très facile à faire via cause de gestation. Et en fait, tout simplement, eh bien, cause de gestation avec votre command zone, ça donne accès à Bright Glass. Bright Glass, ça peut vous donner Goldvein
ou Swift Reconfiguration, si vous avez un tour 1 après en créature, et bien vous sacrifiez le tour 1, vous allez chercher Devoted et vous partez. Et même si vous avez l'un des deux en main, vous pouvez utiliser Bright Glass pour aller chercher l'autre pièce de combo, aller chercher le drop 1 qui vous intéresse, et après vous pourrez refaire cause de gestation dans un drop 1 pour aller chercher Devoted Druid et partir. En fait, c'est assez facile à faire avec cette cause de gestation, mais je pense que cause de gestation, de toute façon, juste cause de gestation dans Bright Glass, même sans parler de combo, c'est très très fort de base et je ne l'enlèverai pas. Donc les cartes en fait qui ont été rajoutées pour jouer cette combo, c'est Devoted et Goldvein. Et là on peut se dire est-ce que c'est des bonnes cartes ou pas, et je vais vous dire honnêtement, Goldvein, même hors combo, ça m'a fait gagner, je crois, 4 de mes BO, je crois. Attendez, je compte. J'ai dû faire 7 BO. Ouais, 3 ou 4 de mes BO. Tout ça juste en faisant, j'ai beaucoup de mana, j'ai contrôlé le board, et là je te fais pour 7 une grosse 6-6 Vigilance Trample Haste, et je t'attaque. En fait, c'est dans le deck, vous voyez, il n'y a pas Force Hurlingas. Et j'ai décidé de remplacer Force Hurlingas par ça. Je sais très bien que c'est pas aussi fort que Force Hurlingas, bien sûr, mais l'idée c'est que de toute façon, que ce soit ça ou Force Hurlingas, ce sont des cartes qu'on ne veut pas trop en early game. Ce sont des cartes qui sont assez mauvaises en early game. Le côté pour 2, je peux prendre Monarch avec Force Hurlingas, c'est faux. Ça n'arrive jamais dans le deck parce qu'en fait vous avez un deck qui quand même met peu de pression en early. Il faut le voir, c'est pas un deck qui met beaucoup de pression en early. On n'est pas sur Yoshimaru. Vous n'avez pas tout le temps en plus des T1. Pour le coup, vous cherchez plus à avoir au moins un T2 en main que tout le temps des T1. Voilà, donc en fait c'est trop aléatoire. Je trouve que ensuite le côté faire juste pour 3 forcer en Lingas, c'est pas suffisant. Donc au final on se retrouve beaucoup plus avec quelque chose qui serait de l'ordre, on va dire, de très exponentiel sur des top decks. Ok, Forcer Lingas sur un top deck, c'est sensationnel. Ben, en fait, vous allez avoir un peu la même sensation avec Goldvein, bien sûr en moins fort, mais ça va vous permettre ça va être un bon top deck. Et surtout, ce qui va être intéressant, c'est que je vais aller la chercher sur Bright Glass, même sans combo, parce que ça reste une bête de late game qui me permet justement d'aller mettre des points encore, ou d'aller mettre encore plus de pression. Donc en fait, ça reste un bon T1 à aller chercher sur Bright Glass hors combo. Pour ça, je suis assez content. Et ça m'est déjà arrivé aussi de le faire à très peu, genre à x égale 1, même si c'est pas terrible, tout simplement pour pouvoir venir l'équiper d'un détective et pour qu'il passe le board, ou même l'équiper de shelter et pour pouvoir m'en sortir de situations un peu délicates. Donc je le trouve assez versatile, et il a vraiment été très très fort dans les games que j'ai joué au dernier tournoi. Et Devoted c'est jamais nul. En vrai, Devoted, on pourrait se dire ça fait que du vert, mais Devoted, c'est dans 80% des cas, votre adversaire il balance un anti-bet dessus parce qu'il a trop peur de se prendre justement un plan combo. Et ça nous va très bien. Parce qu'en plus, on a beaucoup de réanimateurs et on aura toujours moyen d'avoir accès à ce plan combo. Et si c'est resté sur le board, en fait, c'est très très bien pour gagner de la tempo. Puisqu'en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais la plupart des cartes que vous allez récupérer sur Dogmeat, elles sont à 2 mana. Et elles demandent qu'un mana d'une couleur spécifique. Donc en fait, vous êtes capable de directement profiter de Devoted et de faire 2 mana sur Devoted pour jouer double play. Et pour jouer directement la carte que vous pouvez choper. Donc n'importe quelle gestion à 2, ça va être très intéressant si vous gardez Devoted on board. Donc Devoted, elle est quand même très très intéressante avec Dogmeat, et j'en ai vraiment pas été globalement déçu. Je pense que la carte la plus faible étant Goldvein, mais Goldvein a été vraiment très bien dans les derniers tournois. Donc pour l'instant, cette combo, je la trouve facile à mettre en place. Elle me coûte pas cher par rapport aux cartes que je devrais mettre dans le pack de base. Et voilà pour ça. Et ça permet vraiment de s'en sortir sur des situations délicates. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai gagné certaines games. Mais on va revenir un peu sur le débrief. Voilà pour la decklist. Donc maintenant, on peut passer rapidement au débrief. Donc, je sors des poules en 3-0-2 avec une intentional draw contre Rogrark Storm. Parce que je pense que globalement, Rogrark Storm, c'est un jeu combo. C'est un jeu qu'on va avoir du mal à battre parce qu'en plus il combo très vite. J'ai fait quelques BO et en effet j'avais un peu tech la carte justement qui l'empêchait d'avoir un système je suis fatigué, pardon, d'avoir un cimetière pour ça.
donc la carte Wheel of the Sun and Moon. Mais bon, au final, on se retrouve, lui est en 4-0, moi je suis en 3-0-1. On n'a pas de raison de la jouer parce que dans tous les cas, au contraire, ça m'intéresse plus d'avoir la draw, vu que ça me permettra au final d'être quatrième à l'issue du top 8 et donc d'avoir le toss pour les prochaines games. Donc vu que j'ai plus de chances de perdre, ça m'intéresse pas réellement de la jouer. J'ai plus à perdre en la jouant qu'en faisant draw. Donc ça restera une unfunctional draw. Et sinon, donc pour les match-ups que j'ai eu en round 1 Kellan, donc un Kellan mono rouge classique. Je le bats en 2-0, j'ai le toss, donc ça va être pas mal. J'ai le toss, sur la 1 c'est assez facile, j'ai tout simplement une bonne gestion à Kellan T1, j'ai Worldly Tutor, je vais aller Worldly Tutor Flash, faire Flash, jouer Kanigu et rejouer Flash quasiment dans la foulée. Globalement, on sait que Flash ça tue très très bien mono rouge et ça a été le cas. Donc même s'il m'avait mis assez bas, j'ai pu remonter en points de vie. Il n'a pas suffisamment trouvé ses cartes qui m'empêchaient de gagner des points de vie. Donc la 1 facile. La 2, je suis sur la draw. J'ai une main qui est un petit peu... J'ai encore une main avec une gestion T1. Oui, il me semble que j'ai gestion T1. Ouais, j'ai encore gestion T1. Mais par contre, bon, voilà. Après, j'ai gestion T1, j'ai des dorks, mais j'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai pas beaucoup de. J'ai pas un board monstrueux, quoi. Je peux pas faire rapidement des kills ou des choses comme ça. Donc voilà, je vais pouvoir gérer au moins le début. Je vais développer mon Dogmeat qui va me chercher, je crois, une autre gestion. Voilà, et là, il me sort. Donc du coup, j'ai pas mal de choses pour gérer ce qui fait. Le truc, c'est que il me sort, comment ça s'appelle? Je vais retrouver la carte, tac, 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 si je vais dans Kellan. La carte qui m'empêche de gagner des points de vie si je prends des blessures. Attendez, je vais vous la retrouver. C'est où Kellan? C'est là. Hmm. Il est caché ce petit Kellan. Il est là. Hop, si on va sur Kellan, la carte que je prends T3, voilà, c'est Screaming Nemesis, pardon, j'avais perdu le nom vu que je joue pas la carte non plus dans le pack. Donc Haste, voilà, 3-3, il vient attaquer avec ça. Moi je prends le pari de bloquer avec Dogmeat, parce que je suis encore assez haut en point de vie vu que j'ai pu faire des gestions sur son early. Donc il va me mettre à 12, il va m'empêcher de gagner des points de vie. Mais il me met à 12 et je me dis ok, sauf qu'en fait, bah, ça m'intéresse que Dogmeat meure parce que j'ai pas grand chose d'autre. Du coup, je vais juste pouvoir rejouer Dogmeat, retrouver des gestions. Et j'ai bien fait parce qu'au final, mon adversaire, il a pas une main qui est très blast. Il a beaucoup plus de créatures. Donc, j'arrive à gérer ces créatures, etc. À continuer de mettre du board. Je finis par trouver Minskebu. Voilà, que je récupère avec une carte. Et du coup, je joue Minskebu et ça finit par tuer. Voilà. Au final, vu qu'il n'avait pas de blast, le fait que je puisse plus gagner de points de vie, ça s'est quand même pas avéré trop problématique pour moi. Voilà pour ça. Ça c'était donc du coup on fait Kellan 2-0. Ensuite que je me souviens, j'ai joué contre Grist. Grist c'est là où je fais mon match nul. La 1 je mulligan à 5. Et en fait, j'arrive à être suffisamment un petit peu aggro. J'ai une gestion pour Grist au T3 avec. En fait, c'est ce que je cherchais. J'ai mulligan à 7 parce que ma main me semblait pas bien répondre vu que c'est lui qui a le toss à Grist T2. À 6, je peux pas la garder parce que j'ai pas les landes. Et à 5, je la garde et j'ai une gestion pour Grist au T2 puisque j'ai Skyclave apparition et que j'ai aussi mon Dork de mon côté. Et après, en fait, je trouve Urza Saga. Je développe Urza Saga et j'arrive à faire un plan avec. Je crois que j'avais Chainsaw à côté, donc j'arrive à faire un plan construct. Mes constructs sont suffisamment grosses pour que ces créatures aient du mal à trade de son côté. Et après, je fais Girult. Girult qui du coup va chercher Goldvein et va chercher. Je sais et je crois que je vais chercher Goldvein et Swift au cas où. Je sais plus. Non, Goldvein et une gestion. Juste Goldvein et une gestion type Unseen Ice. Goldvein parce que comme ça je me dis qu'à tout moment je peux faire une grosse créature s'il gère mon board et venir le létal parce que pour moi il faut qu'il frasse. Au final il va pas forcément, si c'est ce qu'il va faire, il va réussir à Vras avec une Massacred Girl, sauf que du coup c'est Massacred Girl donc le problème c'est que Goldvein ne passe pas Massacred Girl, mais comme je vous l'ai dit, du coup je fais Goldvein à x égale 1 et j'équipe le Phoenix dessus pour que ça passe par dessus
ça Massacre Girl et ça passe pour cette première game. La 2, globalement, ça joue, mais à un moment, en fait, il avait réussi à faire Surveillant sur Métamorphosis Fanatic et il me fait. Alors, pareil, la carte, j'ai plus le nom aussi, c'est Living Death, le truc à 5 pour ramener toutes ces bêtes du cimetière. Il ramène Grist, Métamorphosis et moi, j'ai quasiment rien à ce moment-là au cimetière. Du coup, il m'explose. On passe à la suivante. Et la 3, je suis en contrôle, je suis très bien. Je touche encore une fois Flash qui vient gérer toutes ces bêtes, qui vient gérer sa Grist. Je développe Flash au tour 5 et on arrive dans les tours additionnels et je cherche le létal. Ce qui m'a joué, j'ai 3 bric-à-brac, j'ai 3 bric-à-brac à craquer pour trouver des anti-bêtes. Parce qu'il m'a joué Tarmogoyf, donc qui est quand même 5-6 et qui gagne des points de vie si je l'attaque. Il est encore assez haut en points de vie. Mais je me dis, ok, sur un anti-bet pour la 5-6, ça passe. Le problème, c'est que l'anti-bet que je trouve en question, c'est Sword. Et du coup, bah, en fait, je vais beau compter, je le vois à un point de vie. On m'a redit après que j'ai loupé un truc, c'est que un de ses autres bloqueurs, c'était Dryad. Et Dryad, j'aurais pu la gérer avec Boseiju. Voilà. Et du coup, si je gérais Dryad avec Boseiju en plus, je pouvais venir mettre les 3 points de flash, enfin les 3 la bolt de flash directement sur Dryad pour éviter qu'il. Enfin, pardon, directement face. Alors que là, je les ai mis sur Dryad. Et du coup, il a économisé 3 points, ce qui fait qu'il restait à 1. Bon. Du coup, ça fait 1-1. J'ai pas vu le létal de mon côté. Ensuite, on joue contre Plagon, qui finit également dans le top. Donc voilà. La 1, il a une très bonne main. Donc c'est moi qui commence aussi. J'ai encore le toss sur celle-ci. Ma main est plutôt correcte aussi. Mais je sais qu'en fait, la 1, il a une main où il peut développer créature et il tempo un peu tous mes plays avec des contres notamment. Il arrive à résoudre un Plagon. Ça, c'est les trucs qui font mal. C'est quand il résout un Plagon qui fait 2 ou 3 cartes en plus. C'est ce qu'il fait. Et du coup, je crois que j'arrive pas à revenir. J'essaye de faire Canigou pour regagner de la value, mais je me prends des contres à chaque fois. Donc la 1, je la coupe assez vite. La 2, ça se bat un peu plus. En fait, j'ai un peu plus de ressources. J'ai dévoté de druide, je me rappelle, ouais, qui me fait du coup de la mana pour pouvoir développer 2 plays à chaque fois. Ce qui l'embête pas mal. J'arrive à gérer ses bêtes, du coup, son Plagon est pas super super actif. Et je finis par faire éphémérer sur Canigou. Qui vient me mettre Flash au cimetière et là je développe Flash et globalement il peut pas trop s'en sortir. Et la 3, je sais plus trop. La 3, je crois que j'ai une sortie très aggro. Je crois que j'ai une sortie très aggro. J'arrive à gérer au début ces cibles, pareil. Et je crois qu'après, je fais une sortie assez aggro. Je me demande si je ressors pas Flash. Non, je crois que c'est. J'ai un peu des doutes, mais je crois que c'est au BO d'après où Flash a vraiment été. Parce qu'après, on s'est revu en quart de finale. Et là, Flash a vraiment été impactant. Mais globalement, là, Flash, grosse carte. Je crois que Phoenix aussi a été très intéressant contre Plagon. Globalement, de toute façon, l'idée dans le match-up, c'est d'essayer de faire en sorte que ces bêtes ne restent pas sur le board. Et en fait, c'est un peu la difficulté de Plagon par rapport à d'autres decks tempo. C'est qu'il a assez peu de bêtes au final en flash. Donc il est obligé de les mettre durant son tour. Et faut qu'elles restent pour pouvoir faire justement son Plagon assez fort. Et vu qu'elles n'ont pas le flash, nous on est capable de les gérer à notre tour. Parce que c'est vrai que c'est la contrainte un peu du deck Canigou. Ça j'en avais pas forcément parlé, mais vu qu'on a assez peu d'instants, on a beaucoup de gestion, on est très versatile, mais c'est principalement beaucoup de spells en rituel. Euh, voilà, donc là le fait que les bêtes aient pas flash, c'est plus facile pour nous de les gérer et empêcher le joueur de faire un Plagon vraiment énorme. En tout cas, donc on finit en 2-1. Pareil, je crois que ça s'est joué sur les tours additionnels. Et ensuite, on a joué notre dernier match contre Acerirak Combo. Donc un deck combo, c'est pas forcément notre avantage. Par contre, c'est mono noir, donc il n'y a pas de contre. Donc ça nous permet quand même de développer beaucoup de plays. Et de base, Canigou est très fort contre mono noir parce que même si on vient discard ou même tuer des bêtes, on joue tellement avec le cimetière qu'on peut facilement revenir de tout ça. La discard, ça ne nous impacte pas tellement. Pareil, les bêtes qui sont tuées, pardon, on est capable de les réanimer assez facilement et tout. Donc pas un match-up si compliqué. Ce qui nous fait peur, c'est le fast combo. Parce que ça, on n'a pas de bleu et c'est compliqué pour nous d'y réagir. Donc voilà. Il faut savoir que du coup, mon adversaire, on a été deck check à ce moment-là. Il a eu une DQ.
Pas une DQ, pardon, je suis con. Non, comment on appelle ça? Une game loss. DQ, c'est pas DQ. C'est une game loss, tout simplement. Ne vous affolez pas. On a joué quand même le VO, mais il a du coup perdu la une parce que il avait des cartes, notamment. Alors, il a dit que son deck est principalement très combo, mais je crois qu'il avait des cartes comme Relique de Légende ou une autre carte, genre Earthless Summoning, qui aurait été hmm, vu comme marqué par les judges. Tout simplement parce que voilà, un petit peu plus abîmé. Et le truc, c'est que, bon, moi je le connais, je sais qu'il est de bonne foi, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, c'est vrai que vu que ce sont des cartes qui sont comptées comme impactantes, les judges ont décidé à ce niveau-là de devoir le pénaliser pour ça et lui demander de changer un peu les pochettes sur ces parties-là. Alors c'est vrai que son deck, il y a beaucoup de cartes de combo, hein, parce que c'est un peu comme Rograk Tevesh, ça reste un peu un tribal tutor. Voilà, donc il prend du coup je prends une game comme ça. On fait ensuite la deuxième. La deuxième, il garde une main avec pas mal de gestion, mais ça me va parce qu'il a pas trop de plans combo. Au final, il fait pas trop de CA en plus derrière. Donc au final, j'arrive à le tuer notamment parce que vu qu'il arrive à gérer mes bêtes, je reviens avec Kanigu. Kanigu sort Phoenix. En plus de récupérer une carte, du coup je peux faire Phoenix directement sur Kanigu, j'ai généré un bric-à-brac, il a deux bêtes à gérer, c'est compliqué, et voilà. Donc ça, la game se passe assez vite parce qu'il a que des gestions et pas suffisamment un plan combo. Et on fait la 2, juste comme ça, parce qu'on avait encore beaucoup de temps. Du coup, on part sur la 2. Et sur la 2, il part beaucoup plus sur un plan justement combo. Il trouve d'abord Slash Summoning que je gère, mais du coup, il va faire Wish Claw Talisman. Et il va chercher une carte que je connaissais pas encore. Mais qui est The Psychic Ceremony, qui est le nouveau Earthless Summoning, qui en plus fait des 2-2. Du coup, là, son commandant n'y coûte plus que 1. Alors, j'avais une Sword pour répondre une fois, mais après, il le remet à 3, il le remet à 1. Il me fait beaucoup de 2-2. Là, je sais que je vais perdre, mais en fait, je trouve cause de gestation. Et je me dis que sa main a l'air assez vide. Il va pas forcément voir le plan combo. Du coup, je fais cause de gestation, j'enlève Kanigu, je vais chercher les deux pièces qui sont Hydre et Swift Reconfiguration dans ma main. Voilà. Et tour d'après, je sacrifie mon tour 1, je fais Devoted. Il a pas de gestion, il a juste fait un board monstrueux de 2 et je le kill sur l'Hydre. Voilà. Donc, du coup, en soi, on fait un peu 2-0. Bon, avec un adversaire qui n'était pas non plus ultra concentré sur la game parce que la deuxième c'était un peu plus pour le fun. Ça, j'entends. Mais voilà, ça s'est quand même bien battu. Je pense que le match-up est pas si dégueulasse que ça pour Kanigu, même si ça reste un deck combo, ce qui est quand même généralement les match-up les plus complexes. Et voilà, et du coup, on arrive à 3-0-1, plus après l'intentionnel draw, avant ce top 8. Sur ce top 8, du coup, je l'ai déjà parlé, on affronte ensuite Plagon, encore une fois. Donc la revanche. Et là, je crois qu'on a le toss encore, oui, parce que je finis quatrième et lui cinquième grâce à cette draw intentionnelle. Et ça se passe encore très bien. Et encore une fois, Flash assez banger. Je crois que j'ai vu Flash dans les deux BO. Il me semble, je sais plus exactement. Non, non. J'ai vu Flash que sur la game 2. Je fais Flash et en plus j'arrive à lui équiper Ombre Lance. On est un peu un poil tous les deux en termes de ressources, mais je gagne 12 points de vie par phase d'attaque et je peux gérer ses bêtes. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bêtes qui prennent assez bien Flash. Et sur la 1, je la gagne parce qu'à un moment, il est, comme on le dit, il est un peu obligé de se full tap pour essayer de refaire de la value. Enfin, en fait, je lui force un contre pour protéger son Dranit, je crois, ouais, avec la Lightning Bolt. Et derrière, je peux résoudre P-Wave. Et P-Wave va juste gagner toute seule parce que je vais refaire Kanigu derrière. Je vais refaire une autre bête à ETB. Je vais exiler Kanigu et l'autre bête à ETB pour quand P-Wave va partir. Je vais régénérer du gain de CA et des cartes et voilà. Et en fait, je vais juste faire plus de CA que lui, notamment en piochant des cartes actives et en piochant aussi avec les bric-à-brac et en mettant une plus grosse pression que ce que met Plagon. Donc je pense que pour le coup, Plagon reste un très très bon match-up. De toute façon, c'est tempo et en vrai, Kanigu est vraiment très très bien placé contre les decks tempo en général. Notamment parce que le vert nous permet d'aller plus vite et on finit toujours par avoir beaucoup de CA ou des plays très résilients.
Voilà. Et ensuite, j'ai joué contre du coup Ketramos, où j'ai encore le toss. La game 1, il a beaucoup de discard. Ouais, c'est ça. Il me fait beaucoup de discard. Il me fait aussi encore une fois. Il me fait Profane Tutor, je dis encore une fois parce qu'il me l'a fait à la game 3 et ça m'a bien envoyé dans l'espace. Il me fait Profane Tutor. Du coup, je tourne autour de Vras et au final, bah, il va pas vraiment dans Vras, mais il va plus dans un Mind Twist, vraiment pour me vider ma main. Je me retrouve un peu avec une main à poil, mais j'ai encore la pression board, donc je me sens bien. Et le problème, c'est qu'en fait, sur la pression board, je me prends Tourak kické. Et donc j'ai une 4-3 avec protection blanc. Et là, bah, j'ai beau avoir fait éphémérie sur Dogmeat, je trouve rien d'autre que des cartes blanches en fait. Et parce que le deck est principalement blanc, mais je trouve pas de bot ou quelque chose qui me permettrait de me débarrasser du Tourak. Et derrière, il me réexplose en faisant Ketramos et en commençant à faire beaucoup de CA. Je sais qu'il va gérer mes bêtes et j'ai rien pour gérer ce Tourak. Donc je la concède assez vite. En y revenant, j'ai peut-être concédé un peu vite cette game 1, mais c'est vrai que dans mon habitude, bah, c'est un peu timé. Là, pour le coup, on avait du temps illimité, donc j'étais peut-être pas obligé de concéder aussi vite. Mais il avait tellement plus une main remplie que moi et Ketramos qui commençait à tourner que je voyais pas trop. En fait, j'allais devoir gérer et Tourak et Ketramos. Il aurait vraiment fallu que je gère Tourak dans le spot où il a été joué kické pour que je puisse continuer à l'agresser et à piller ses points de vie. Mais là, en vrai, bah, je pouvais pas l'agresser. Je me retrouvais avec un board qui passait pas Tourak ou qui se faisait juste chum block par Tourak. Donc Tourak a été assez chiant. Game 2, j'arrive à l'agresser. Encore une fois, je crois que c'est Phoenix là où j'arrive à jouer Phoenix une première fois. Il est obligé de faire double anti-bet et au final, je suis capable de rejouer une bête et de rejouer Phoenix donc pour aller mettre les derniers points. Très bien. J'ai été suffisamment agressif et j'avais une gestion dans le spot à Ketramos. Parce que ça, pour le coup, c'est vrai qu'on a beaucoup de gestion à Ketramos. Il avait quand même, je crois, oui, il avait des outils d'exil. D'ailleurs, il avait fait un outil d'exil. Mais au final, en jouant un éphémère, j'arrive quand même à refaire ce Phoenix. Ça va. Enfin, c'était l'exil. Il exilait que un seul truc. Donc, ouais, je crois que c'était ça. Que cause vacuum. Et du coup, bah non, ouais, du coup j'ai pu jouer c'est ça, j'ai pu jouer ce Phoenix avec le Besto sur une des bêtes pour aller chercher les derniers points. Voilà. Bon, les exils de cimetière c'est forcément assez embêtant, mais en vrai ça va, ça reste clairement vivable. On sait qu'on peut être aggro à côté et qu'on peut proposer des plays à base de. Vu qu'il y a moins, ça fait que du coup quand il y a beaucoup d'exils de cimetière, il y a souvent un peu moins de gestion. Ça nous permet de proposer euh, des plays à base de équiper les créatures et faire des bric-à-brac. Et la troisième, j'ai clairement une main combo parce que j'ai Devoted, j'ai Cause de Gestation, donc je peux assez vite partir en combo. En fait, j'ai envie du coup de faire. En fait, j'ai très, très envie de faire Cause de Gestation T3 parce que je pense que ça me permet d'ouvrir le combo plus rapidement et surtout ça me permet de faire bah, directement ma bêta 3 et de la sacrifier sans qu'il puisse réellement, on va dire, avoir de réponse. Alors que si j'ai des bêtes sur table et que je fais Bursting Pod au tour d'après, bah, le temps que Bursting Pod est sur la pile, c'est plus facile pour lui d'avoir une réponse. Et c'est d'ailleurs ce qui va se passer. Mais en fait, je me retrouve bloqué à pas pouvoir faire Bursting Pod à 3, enfin, au troisième tour, je vais y arriver. Tout simplement parce qu'au tour 2, il a fait Profane Tutor. C'était lui qui était sur le play. Et du coup, je sais que si je fais mon Bursting Pod là à 3, eh bien, sur ce Profane Tutor, je me prends forcément une gestion type Skyclave. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gestion à Bursting Pod, je pense, dans Ketramos, de manière générale. Plus des réponses à des cimetières ou des bêtes. Mais bah forcément, s'il a le tutor, je sais qu'il peut aller chercher Marche, Skyclave, enfin n'importe quoi qui va faire que j'ai plus accès à Bursting Pod. Et là, je sais que ma main combo, elle est un peu morte. Et je pense que, au vu de ce qu'il est en train de faire, et vu que j'ai pas de gestion de Ketramos dans cette main, mon plan c'était vraiment d'aller sur le combo. Donc après, bah tant pis, j'essaye de faire Bursting Pod à 4. Mais là, du coup, il a juste joué Ketramos au tour d'avant, mais il a un spell gratuit normal, hein, il a la main remplie à ce niveau-là, il a pu faire un tutor avant, donc il va faire spell gratuit sur ma carte que je veux pouvoir sacrifier sur cause de gestation, et là malheureusement je vais être trop lent parce que tour d'après il arrive à exiler mon cimetière et activer Ketramos, et ça va devenir trop lent pour moi d'aller sur le plan combo, je vais mourir avant. Et donc, dommage.
Dommage, dommage, dommage. Donc voilà, ça fait du coup 1-2 pour lui. Ouais, ça. On a 2-1 pour lui. Et il accède à la finale. Alors j'ai pas vu après la finale, mais apparemment c'était plutôt à l'avantage de la série rack combo, clairement. Voilà du coup pour le petit débrief de ce tournoi très sympa. Bah quand même toujours très content du pack, hein. Donc là le seul petit changement que j'ai fait suite à ce tournoi, je pense que j'ai viré Will of the Sun and Moon pour l'instant et je reteste Dranit. On peut faire rapidement un petit point méta par rapport au pack et là où il se situe, si on regarde. Je vais refaire un tournoi d'ailleurs d'ici le 11 mai. Je crois que je fais 11 et 18 mai. Donc je vous redirai ce qui se passe. Mais on espère, là ce sera un tournoi 90 joueurs. Donc si on peut réussir à faire un top sur un peu plus gros tournoi, ce serait très sympa pour le deck. Surtout que je pense que le deck en a clairement les moyens. C'est vraiment un deck très sympa à jouer. Alors, si on prend un peu les matchs ici, donc Aragorn, King of Condor, on est sur de la tempo, on est plutôt bien placé face à ça. Je pense que ça reste toujours un bon match-up. On a beaucoup de gestion à 1. Le fait qu'on ait accès au vert, c'est moins fort que le bleu, certes, mais ça nous permet d'être un peu plus dans l'accélération, d'avoir des manas disponibles assez tôt et de pouvoir généralement faire des double plays. Si on arrive à lui mettre suffisamment de pression, on a tellement de gestion à côté pour Aragorn que pour ce que j'en ai fait, le match-up est plutôt favorable pour Dogmeat. Partenaire Red Wide Right, c'est Bruce, ouais, c'est Yoshimaru Bruce. Yoshimaru Bruce, ça se bat bien, c'est un des decks qui peut nous faire un peu mal si les sorties sont très curvées. Toujours un peu comme Kellan, c'est vrai que le play joue quand même pas mal, mais ce qui va surtout faire la différence, c'est est-ce qu'on a des gestions tour 1. Si on est, l'avantage c'est ça, c'est que si on est sur le play, on peut se contenter de gestion T2, genre des Molochs ou même juste des ossifications. Alors que on va chercher vraiment les gestions à 1 quand on est sur la draw. Mais si on a des gestions assez early, généralement ça peut être un match-up qui se passe bien. C'est un match-up où vraiment on va essayer d'être assez contrôle et de rien laisser passer sur le board. Et normalement on va générer tout simplement plus de CA à force. Et ça devrait bien se passer. Flash, ça fait longtemps que j'ai pas joué contre Flash. De mémoire, c'était plutôt ok aussi, même si Flash c'est quand même une carte, on l'a vu, qui est très très impactante. Mais on a beaucoup d'exil, donc au final, quand il la joue, on peut tout simplement l'exiler. Après, le problème, c'est quand il la remet en CZ, ben en fait, jouer pour 5 un Elix d'éclair, c'est pas si fort au final, parce qu'après, il faut qu'il réalimente le cimetière. Voilà. Et vu qu'on a beaucoup d'exil, on va généralement gérer Flash avec de l'exil. Donc ça va, mais ça va gérer quand même pas mal de bêtes chez nous. Donc ça peut être un peu contraignant. Ça dépend à quel point il arrive à rejouer Flash en fait. Et si on trouve nos exils. Mais normalement ça reste un match-up qui est plutôt aussi favorable de notre côté. Atraxa, match-up très compliqué. Atraxa, on n'a pas les armes en fait pour aller beat down suffisamment Atraxa. Et le problème c'est Dreamall. Actuellement dans Atraxa ça va trop vite. S'il n'y a pas de Dreamall et que c'est Atraxa vraiment à 7, je pense qu'on a largement moyen d'aller jouer des games suffisamment agressives, de lui proposer des choses assez en boucle. Mais pour le peu que j'en ai fait, c'est quand même pas l'avantage de Dogmeat, notamment à cause des messes noires Dreamall qui font partir Atraxa trop vite. Et on joue pas de contre dans le paquet. On pourrait jouer les contres blancs, mais je pense que c'est des instants un peu trop faibles par rapport à ce que veut faire le pack Dogmeat. En fait, on joue trop en rituel et ça sert à rien de se dire que vas-y, je vais aussi jouer quelques instants pour faire genre on n'est pas assez tempo. Si on avait des créatures flash, on pourrait bait un peu ce genre de contre, alors que là, ça se voit trop à des kilomètres qu'on veut jouer des contres. Le deck étant vraiment ok, c'est sa faiblesse, mais c'est aussi ce qui fait son côté très intéressant en termes de value. Le deck étant plutôt rituel-like, je pense que ça vaut pas le coup de jouer des Manatais ou encore l'autre contre dans Dogmeat. Donc c'est vrai que ça nous rend sensible à des messes noires ou Dreamall dans Atraxa. Mais bon, ça fait partie du jeu. Je pense que hors Dreamall et hors Fast Atraxa, on arrive à s'en sortir. On a les armes pour ça, quoi. Felia qui est pas le match-up le plus simple. Pour le coup, pareil. Ça, c'est le côté jouer en rituel. Felia, ça a le flash et ça va faire son effet en phase d'attaque. Ça peut vraiment nous défoncer sur les phases d'attaque de Felia. Le secret, c'est
souvent d'avoir des dorks et d'avoir accès très vite à Kanigu parce que on va dire que c'est quand même un bloqueur naturellement bien contre Felia parce qu'il est quand même 3-3 donc il dépasse. Felia peut pas réellement le blinker, sinon elle va juste nous donner du CA. On en est très content. Après, il y a les quelques réponses qu'on a en éphéméré, Swift Configuration, Bolt. Ça peut nous faire gagner. Ou même après, sinon, même si on n'a pas de réponse en éphémère, ce qui va faire la différence, c'est souvent Fury, Pyro, qui sont de très bonnes armes quand même contre Mono Blanc. Mais c'est vrai que des fois, on est un peu obligé on va dire, de croiser les doigts et de faire en sorte que si Felia résout, qu'elle fasse pas un trop grosse phase d'attaque sur un truc trop banger. Notamment, je pense au nouveau truc qui est sorti là dans Felia récemment et qui m'a explosé plus d'une fois, c'est l'Overlord. Parce que si on se retrouve dans Felia qui blink Overlord, c'est très très compliqué. Mais de manière générale, en fait, avoir des dorks et avoir de l'accélération, faire assez tôt Dogmeat dans la game avant que Felia sorte, ça aide pas mal dans le match-up parce que ça oblige Felia à jouer des anti-bêtes plutôt qu'à jouer on va dire des bêtes qui font encore plus de bêtes. Et s'il joue des anti-bêtes, bah, c'est ok. De toute façon, Dogmeat a fait le boulot et on pourra juste remove Felia au tour d'après. S'il joue pas d'anti-bête, ben, ça veut dire que potentiellement Felia peut venir s'empaler dans Dogmeat ou alors Felia est obligé d'exiler Dogmeat et dans les deux cas ça nous va très très bien. Voilà, Glarb, un match-up que j'ai fait pas mal aussi. C'est pareil, maintenant que le jeu est plutôt axé combo, après ça reste un contrôle plus que combo, mais il y a toujours le plan combo qui peut nous faire mal. Sinon, je pense que pareil, on a les armes pour jouer. Glarb nous dérange pas tellement, on a les armes pour aller le remove. C'est rare que si notre adversaire slam Glarb T3 qu'on n'ait pas moyen de l'enlever, même s'il a 4 d'endu. Donc c'est vrai que pour les bolts ou même Chainsaw c'est un peu plus chiant, mais on a toutes les autres armes pour faire en sorte qu'il ne nous dérange pas trop. Et je pense que pour le coup, pareil, Planar Disruptions, ça gère très très bien aussi Glarb, parce que déjà avant c'était une très très bonne réponse à Glarb, c'était Eliod's Punishment, mais là c'est pareil vu qu'on va bloquer le surveil 2. Alors il peut toujours jouer des cartes du dessus, mais déjà bloquer le surveil 2 et faire en sorte qu'il puisse pas attaquer ni bloquer, ça va quand même enlever une grosse épine du pied. Donc je pense que c'est assez even, c'est assez 50-50. Je pense que c'est quand même plus dur que ce que propose Aragorn, parce qu'Aragorn c'est vraiment il le met, mais c'est qui tout double s'il n'arrive pas à défendre le monarque et qu'en plus on fait du CA, on est vraiment très très bien. Là où l'arbre, même si on fait la gestion, y a le plan combo en plus derrière qui vient plus tard et qui peut nous mettre dedans. Aminatou Réanimator. Réanimator, c'est pas forcément simple. Surtout que, vu qu'il y a 4 Ramos dans la méta, j'ai un peu cut au niveau des choses qu'il y avait le cimetière. J'en avais remis justement un Quill of the Sun and Moon en me disant que ça allait revenir. Au final, je pense que c'est pas tant présent que ça. Toujours Réanimator. Et puis en fait, on a quand même accès à des tuteurs assez facilement pour aller chercher Lion Sage. Le Dogmeat nous ramène Lion Sage. Et autre chose, on a Noxus Revival. Et sinon, juste le fait d'essayer d'aller assez vite, s'il prend une main assez contrôlisante avec Aminatou, notamment avec ses gestions qui veut Blink, je pense que juste le côté, on va dire, vitesse peut le surprendre. Et même le côté combo, parce qu'au final, généralement, si on regarde les listes de Reanimatou, notamment Dop là, qui a fait aussi Open, donc je ne l'ai pas affronté. Mais on est sur des listes qui commencent à avoir quand même beaucoup moins de contre qu'avant, du coup qui peuvent se faire assez facilement surprendre par un combo, notamment en plus parce que ça joue pas énormément en vitesse éphémère. Voilà, Hidetsugu et Kairi, je pense que c'est dur, c'est quand même dur, ça fait partie des decks qui sont compliqués. Il y a beaucoup de plans combo, il y a quand même pas mal de contre et pas mal d'anti-bet en early, donc c'est compliqué de lui mettre la pression. Mais bon, ça m'est déjà arrivé de gagner, mais on n'a pas trop les armes pour l'empêcher de sacrifier. En fait, s'il a les landes de sacrifice, c'est très compliqué. S'il n'a pas les landes de sacrifice, ça va. Donc à voir à ce niveau-là. Mais je pense qu'on est quand même en dessous. Voilà. Après, l'IR, j'ai jamais vu. C'est plus un deck que j'ai vu qui apparemment est sur MTGO. Mais autrement, je le vois pas plus que ça. Un mec est beaucoup sur MTGO. Je pourrais pas en parler. Ertai, ça fait longtemps aussi que je l'ai pas affronté.
Mais bah en fait je pense que c'est pareil, c'est les combos puis ouais, les combos parallaxe qui nous emmerdent. Euh, Notamment Parallax Tide ou la carte qui défausse encore plus Parallax Tide, je pense que la carte qui défausse et qui nous rend vraiment la game compliquée. Sinon ça reste un deck contrôle bleu-noir, donc qui a même pas réellement d'exil et je pense qu'on a toutes les ressources pour pouvoir l'attaquer euh, sur le long terme. Slimfoot and Squee, au début je trouvais ça plutôt pas très bien pour Dogmeat et au final plus je joue, plus je pense que Dogmeat maintenant a largement les armes, notamment via l'exil, pour être plutôt bon contre Slimefoot and Squee. Et en fait on a quand même... En fait le problème de Slimefoot and Squee c'est qu'il peut nous faire vite très mal parce qu'il a beaucoup plus de d'or qui va... Slimefoot est quand même assez menaçant, ça met beaucoup de 1 et il y a quand même aussi des bons tons dans Slimefoot and Squee. D'ailleurs si vous jouez Slimefoot and Squee, je vous conseille clairement d'essayer le dragon, le nouveau dragon de Tarkir. Je pense que c'est très très bien dans le deck, je pense que c'est encore mieux que dans Dogmeat parce que vous avez vraiment accès à beaucoup d'elfes, donc vous pouvez vraiment gagner beaucoup en tempo tout en mettant une bonne claque quoi, avec ce dragon. Mais ouais, on a pas mal de cartes assez grosses, un peu plus, on va dire, péchues en termes de créatures que ce que nous on propose. Et ça peut être la contrainte. Par contre, si on arrive à gérer assez bien ce qu'il fait, bah, le deck a beaucoup moins de CA que ce que fait Dogmeat. Donc sur le long terme, on arrive généralement à être plutôt devant. Donc je mettrais... Aujourd'hui, je pense qu'on est quand même un petit peu au-dessus de Slimefoot and Squee. Mais vraiment pas grand-chose. Ketramos bah, qui est un deck assez nouveau, qui gère quand même le cimetière, que je me voyais mal être devant et qui au final je pense est assez even. Pour le coup, je ne nous mettrais pas derrière, mais je pense que naturellement son deck a les armes pour battre le nôtre. Sauf que bah en fait il peut pas. Ce qui est intéressant avec Dogmeat, c'est qu'il y a différentes manières de faire du CA, il y a différents plans de jeu et qu'on peut très bien se passer du grave sans que la game soit totalement pliée pour nous. Donc ça c'est très intéressant. Donc pour ça, je pense que Ketramos peut-être un petit peu au-dessus, mais en vrai, pour l'instant de ce que j'ai vu, c'est assez even et on a vraiment les armes pour aller tomber des decks comme Ketramos. C'est pas le deck qui me fait le plus peur actuellement dans la méta. On va aller jusqu'à Deadpool, je pense, et après on s'arrêtera là. Azusa, j'ai même pas trop envie d'en parler. Je pense que si vous avez un deck à craindre avec le deck aujourd'hui, c'est Azusa. J'ai beau tester le match-up, je vois pas de solution. On avait testé Magus, on avait testé Blood Moon. C'est même pas des solutions en soi, puisqu'en fait on finit toujours par mourir sur des Eldrazi. Ça va trop vite, on n'a pas moyen de contrer ce qu'il fait. Gérer Azusa c'est bien, mais c'est trop tard en fait, Azusa c'est à la limite, on aurait des comptes. Bah, Azusa vient pas, là, je dirais ok. Mais le mieux, c'est aussi d'avoir des armes pour en plus attaquer le cimetière. Parce que maintenant, ils sont capables de jouer beaucoup de landes depuis le cimetière. Donc, même s'ils ont pas de main, juste s'ils ont une carte qui permet de rejouer les landes depuis le cimetière, bah, c'est facile. Donc, c'est aussi pour ça aussi que j'avais un peu essayé Wheel of the Sun and Moon. Mais je pense que en vrai, il n'y a pas réellement moyen d'améliorer le match-up. Je pense qu'il faut juste se dire que, ok, on essaye d'avoir le toss, on essaye de faire des mains très agressives à base de Grim, Adjani, Ocelot, Broadside, et voilà, on essaye de mettre des points, et si vraiment on voit que le mec, bah, il est rendu à faire Glacial Chasse, bon, on essaye de tuto Magmatic Hellkite et de tuer Glacial Chasse, et let's go, quoi. Ou peut-être un plan, j'ai pas encore eu le temps de tester, mais peut-être un plan face combo si on arrive à avoir un setup assez face combo qui puisse surprendre. Mais à part le côté un peu surprise, je pense que gagner un BO contre Azusa avec le deck aujourd'hui, c'est très compliqué. Partenaire Black Red, donc ça c'est Rogrark Tevesh. Rogrark Tevesh que j'ai un peu fait et voilà, je pense que c'est compliqué aussi. C'est un deck combo, je pense qu'il va vite. Je pense qu'il a beaucoup d'armes, beaucoup de fast mana, qu'on n'aura pas forcément le temps de le tuer avant que lui nous tue. Mais je pense qu'on peut avoir des armes un peu type Dranit ou quoi, ou même des mains. Voilà, sur le play, je pense que ça peut se faire aussi, j'ai déjà vu. J'ai pas encore assez joué le match-up pour vous dire vraiment si c'est bien ou pas. Je pense que de base, c'est censé être un match-up face combo, donc qui sera pas bon pour nous. Mais sur lequel je pense que j'ai plus confiance de pouvoir gagner des games que contre Azusa, typiquement. Mais je le mettrai dans les mauvais match-ups, c'est sûr. Satya.
Satya que j'ai joué pas mal, notamment en ligne. Et je pense que c'est plus dur que Aragorn. C'est surtout ça le truc, parce qu'en fait, Satya, ça nous met une pression beaucoup plus importante que le deck Aragorn. Et si on laisse la moindre bête, vu qu'on a encore une fois plus des gestions en rituel, c'est rare que Satya n'attaque pas. Et du coup, sur des belles bêtes qu'il a pu setup avant, ça va commencer à faire très très mal. En fait, le deck est très aggro. On a beau, pareil, être plus fort sur le CA et sur le long terme, on peut se faire surprendre juste par la vitesse de Satya. Et ça, je pense que ça peut nous tuer assez facilement. Donc, je nous mettrais un peu en dessous. Ça reste des matchs qui se battent, hein, globalement. Mais je nous mettrais quand même un peu en dessous contre Satya. Heureusement, Aragorn est un peu plus populaire. Deadpool, le nouveau. Et celui-là, pour l'instant, de ce que j'en ai fait, ça m'a pas fait trop peur, mais je sais peut-être pas jouer non plus contre les meilleurs joueurs de Deadpool. Et surtout, en fait, si tu veux avoir le TB de Canigou, prends le TB de Canigou. Généralement, ça va pas servir à grand-chose. Donc en fait, on peut tourner autour. On a quand même beaucoup de cartes qui sont des équipements aussi, ou des enchantements aura. Euh, donc des cartes qui prend pas, on joue pas tellement de bêtes. Alors forcément il y a des bêtes ça fait peur. Mais même si on arrive juste à jouer avec Flash ou des Phoenix, il prend pas le texte du Phoenix donc c'est ok. Prendre le texte de Canigou franchement ça sert pas à grand chose. Et Flash, Flash ok il peut prendre le texte de Flash mais il sacrifie directement son Deadpool. Donc sur nos kills apparemment genre Phoenix, Flash et Minskebu, ça a pas réellement de valeur. Je pense que la meilleure bête qu'il peut prendre c'est Pyrogoyf, donc attention peut-être sur le Pyrogoyf contre Deadpool. Mais en plus là on rajoute Magistrat Dranit, je pense que c'est une bonne arme contre ce genre de deck un peu Deadpool, enfin un peu Deadpool, un peu Commander bizarre quoi. Je sais pas trop comment. Donc je pense qu'on est relativement bien contre ce genre de pack, mais à voir, il faut encore que je vois ce que ça donne. Et après, Kélan, Acerirak, je parlerai pas de Team Natratio, ça fait trop longtemps que j'en ai pas vu. Mais Acerirak, je me suis senti assez bien quand même, au final. Je pense que le fait que ce soit quand même d'abord un deck mono noir contrôle avec un plan combo, mono noir contrôle, ça reste un très bon match-up pour Dogmeat. Et Kélan, c'est toujours pareil, on peut prendre la fast et pas avoir les réponses qu'il faut. Mais normalement, on a assez bien de vie dans le deck. On a le CA, on a les anti-bêtes qu'il faut pour aller prendre ce genre de pack aggro. Donc généralement ça se passe bien. Euh, et encore mieux si on est sur le play. Et voilà pour ça. Et je pense qu'on a fait le tour un peu sur le point méta. Merci à tous de m'avoir écouté. C'est vrai que la vidéo, je voulais pas la faire aussi long, mais bon, ça permet un peu de faire un tour d'horizon un peu des decks et de ce que fait le deck. Je me suis peut-être un peu trop étalé sur la decklist au final, alors que j'aurais voulu faire un truc un peu plus succinct. Mais bon, c'est pas grave, ça vous permet de voir un peu la decklist, de voir ce qui a pu changer dans la decklist. En tout cas, si vous aimez voilà, les jeux un peu mid-range, les couleurs aussi, et les jeux qui boubouitent bien, parce que c'est vraiment aussi ce que fait le deck, c'est bien boubouiter. Je vous le conseille de le tenter, hein, franchement, c'est clairement pas le meilleur deck, mais c'est un deck assez rogue, c'est un deck qui demande beaucoup en termes de pilotage, parce qu'il y a vraiment du CA un peu dans tous les coins, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est sûr que les premières parties, on a tendance à perdre même des fois tout seul et se rendre compte qu'il y avait plein d'autres décisions qu'on aurait pu prendre. Donc ça demande pas mal de. Je dirais que c'est pas un deck qui est facile à prendre en main en termes de decision making, mais je pense que quand on l'a bien en main, c'est vraiment un deck qui peut surprendre et qui est pas mal favorable dans la méta, qui a pas mal d'avantages, notamment contre tempo, midrange et même un peu aggro contrôle. Ses plus mauvais match-up étant globalement les decks combo ou on va dire presque Atraxa qui est un deck combo quand il y a Dreamwall ou des fast Atraxa quoi. Voilà pour ça. On se revoit nous du coup en mi-mai, je sais plus 14 ou 21 pour le prochain rendez-vous entier inconnu. N'hésitez pas à passer nous voir. On sera avec le coin JA. Bonne journée à tous, bon week-end si vous êtes en week-end. Tchou